Varsovie. La capitale de la Pologne est la plus grande ville sur la route de Berlin à Moscou. C'est aussi un inconvénient majeur pour ses habitants. Pendant les années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale, la capitale polonaise fut entièrement reconstruite. La plus grande partie le fut dans le même style qu'auparavant. Aujourd'hui, en voyant Varsovie, il est difficile de s'imaginer à quoi ressemblait la capitale polonaise en 1945. « 90% de la ville est en ruine, détruite en partie par les Allemands quelques semaines avant qu'on les chasse. Détruite en représailles contre les habitants de Varsovie qui résistèrent aux Allemands dans une vaine tentative pour libérer leur ville avant l'arrivée des Russes. L'insurrection de Varsovie en automne 1944 est l'une des plus grandes et des plus discutables épopées de l'histoire humaine. Elle fut un mélange de gloire et de désespoir, de bravoure individuelle et de misérables ruses politiques. Peu de gens se souviennent que la Deuxième Guerre mondiale débuta à Varsovie, une ville qui à l'époque comptait 1 250 000 âmes. C'était une belle une ville raffinée, une grande ville. Une ville où vécurent Copernic, Madame Curie et bien sûr Chopin. C'est avec l'aide de l'Angleterre, quand Hitler envahit la Pologne en 1939, que ce conflit local se transforma en une lutte globale. Mais ce ne sont pas les actions britanniques qui empêchèrent les bombes allemandes de tomber sur la capitale de la Pologne. Hitler n'eut besoin que de 30 jours pour mettre à genoux son voisin de l'Est et permettre ainsi à ses Stukas de frayer un passage aux soldats en parade dans les rues de Varsovie. Les Polonais étaient habitués aux conquérants. Dans leur histoire, ils ont rarement goûté à la liberté, pris en tenaille entre les géants allemands et russes. À cause de cela, les Polonais ne reçurent pas à bras ouverts les conquérants. Alors que les troupes allemandes marchaient au pas de loi dans la capitale polonaise, déjà la résistance s'organisait contre Hitler.
des représentants des principaux partis politiques polonais se réunirent le jour même dans la chambre forte de la Banque d'État afin de fonder le mouvement de résistance. Les communistes, bien sûr, ne participèrent pas à cette réunion. Beaucoup d'entre eux préféraient oublier que la Russie s'était alliée avec Hitler pour dépecer la Pologne lorsque débuta la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais s'étaient vus débarrasser des tsars en 1919, après plus d'un siècle de domination. 20 ans plus tard, en septembre 1939, ils durent subir le morcellement de leur pays par une nouvelle génération de Russes, les bolcheviks de Staline. Une semaine avant la capitulation de Varsovie, un gouvernement polonais en exil avait été formé à Paris sous la direction du général Sikorski. Lorsque la France tomba à son tour en mai 1940, il dut partir pour Londres et Sikorski, ainsi que ses collègues, furent accueillis par les Britanniques parce que les pilotes polonais jouèrent un rôle prédominant dans la bataille de Grande-Bretagne. Mais après qu'Hitler eut attaqué la Russie en juin 1941, les Polonais de Londres se trouvèrent de moins en moins au courant de la pensée alliée, alors que Roosevelt d'abord, lorsque les États-Unis entrèrent dans la guerre, puis ensuite Churchill, cherchèrent à aider les Soviets. Beaucoup de Polonais avaient été emprisonnés par les Russes en septembre 1939. Par un accord que Sikorski signa avec Staline à Moscou au début de 1942, certains furent libérés et encouragés à se battre contre les Allemands. Leur petit nombre éveilla des soupçons, en dépit de l'enthousiasme des commentateurs d'actualité de l'époque. Malgré ses 62 ans, le Premier ministre soviétique est un homme d'État viril et en pleine force de l'âge. Une atmosphère bon enfant et sincère a présidé aux réunions de la Chambre du Conseil de Moscou, ce qui est de bon augure pour le futur. L'avenir de ces Polonais disparus entre les mains des Russes avait été extrêmement raccourci. Ici, dans les bois près du village de Katyn, à environ 20 km à l'ouest de Smolensk, les Allemands découvrirent en avril 1943 4500 cadavres putréfiés d'officiers polonais. Ils avaient été jetés sans sépulture dans des fosses communes. Tous avaient été fusillés, la plupart dans la nuque. Staline prétendait que c'était l'œuvre des nazis, mais les observations des médecins démontrèrent qu'ils avaient été tués 3 ans plus tôt, lorsque la région était sous occupation soviétique. Lorsque les Polonais de Londres demandèrent une enquête par la Croix-Rouge internationale, Moscou refusa de continuer à traiter avec eux, et même l'intervention de Churchill ne parvint pas à réconcilier les deux parties. Les partisans d'Hitler profitèrent de Katyn pour essayer de diviser les soviets et leurs alliés de l'Ouest. Mais les traitements infligés par Hitler aux Polonais n'étaient pas meilleurs. La nation qui avait tant contribué à la civilisation occidentale était devenue simplement une réserve d'esclaves pour le Reich d'Hitler. Pour les nazis, un Polonais valait moins qu'une personne humaine. Juifs, gitans et Polonais était une expression répandue chez les nazis. L'homme désigné par Hitler pour gouverner la Pologne a dit « Si je devais coller une affiche chaque fois que 7 Polonais sont liquidés, toutes les forêts de Pologne ne fourniraient pas assez de papier. » À l'époque, la Pologne était l'un des pays les plus boisés d'Europe. Au début de la guerre, un tiers de la population de Varsovie était juive. Concentrés d'abord dans un ghetto au cœur de la capitale, les Juifs de Varsovie, ainsi que les autres Juifs polonais, furent déportés en masse vers les camps d'extermination d'Auschwitz et de Treblinka, situés sur le sol polonais. En été 1943, les derniers habitants du ghetto,
environ 70 000 personnes sur les 400 000 que comptait le ghetto 3 ans plus tôt, se soulevaient dans une lutte sans espoir contre l'oppresseur nazi. Les rares qui survécurent furent finalement exterminés ailleurs, pendant que le ghetto lui-même, 1/20 de la superficie de Varsovie, était rasé par les acolytes d'Hitler. Au moment même de la destruction du ghetto, la vague guerrière déferlait contre les Allemands, notamment sur le front Est, après leur grande défaite à Stalingrad. Au début de 1944, les Russes avaient balayé les Allemands du territoire soviétique et étaient entrés en Pologne. Le gouvernement polonais en exil à Londres écrivit à Staline en lui demandant le respect des droits de la Pologne, sans savoir que Churchill et Roosevelt s'étaient mis d'accord avec Staline pour que la Russie garde la partie de la Pologne qu'Hitler lui avait accordée en septembre 1939. Faire plaisir aux Russes était devenu plus important qu'honorer ses promesses. Ce qui était plus alarmant pour les Polonais de Londres, c'est que lorsque les Soviets approchèrent de Varsovie, au lieu d'accueillir les résistants polonais venant à leur rencontre, ils les désarmèrent et les mirent en prison, et dans certains cas les fusillèrent de sang-froid. Lorsque la ville de Lublin fut libérée le 24 juillet 1944, Staline y établit un gouvernement rival à celui de Londres. Un gouvernement communiste, bien sûr. Pour les Polonais non communistes de Londres, le temps commençait à jouer contre eux. Lorsque les Allemands se mirent à saboter les lignes de communication soviétiques, les Polonais de Londres virent qu'un effort était nécessaire pour éveiller la conscience du monde entier. 2 ans auparavant, la majeure partie de la résistance polonaise, qui comptait 350 000 hommes, avait été organisée en une soi-disant armée locale, secrète, approvisionnée par la Grande-Bretagne. Les Polonais de Londres avaient l'idée d'utiliser cette armée pour libérer la Pologne, ou tout au moins Varsovie, le moment venu. Les plans pour une révolte de la capitale avaient été conçus dès le début de février 1943. À la mi-juillet 1944, les Russes, ayant balayé les Allemands hors de la zone polonaise, avaient l'air prêts pour envahir Varsovie. Le 23 juillet, la 9e armée allemande déferla sur Varsovie, faisant exploser sur son passage les installations stratégiques. À l'intérieur de la capitale, la Gestapo commençait à brûler ses dossiers. Les civils allemands étaient déjà partis, ainsi que le maire et le gouverneur. La dernière semaine de juillet, il ne restait plus qu'une garnison de quelques 2000 soldats. Pour les habitants de Varsovie, leur libération semblait à portée de main. Zbigniew Bokiewicz se souvient. Il suffisait d'aller dans une des artères est-ouest de la ville pour constater le retrait total des troupes allemandes. On voyait aussi des tas de camions transportant les meubles et les affaires des officiels allemands qui évacuaient Varsovie. Et 2 jours avant l'insurrection, je crois, même la Gestapo quitta les lieux. Monsieur Matejewski nous donne un autre témoignage. Un grand nombre de soldats allemands traversaient la ville, d'est en ouest. Ils étaient en piteux état. Ils utilisaient les charrettes des paysans attelés de mauvais chevaux. Ils étaient blessés. Parfois, des soldats n'avaient pas de chaussures. Alicia Ivanska se souvient aussi. On pouvait voir les tanks et l'armée allemande se diriger vers l'ouest, et une grande peur se lisait sur le visage de ces hommes. Personne n'en doutait, vous voyez. Nous étions sûrs que les Allemands fuyaient, et nous étions sûrs que le front russe se rapprochait. Nous entendions de temps en temps le bruit des canons à l'est. Le 27 juillet, les Russes atteignirent la Vistule, située à 100 km au sud de Varsovie, et le lendemain, ils n'étaient plus qu'à 16 km de la ville. Le 29 juillet, les Russes diffusèrent en polonais le message suivant. L'heure de l'action est arrivée. Au cours des jours qui suivirent, des affiches placardées dans toute la ville, signées par le commandant de la soi-disant armée populaire communiste de Pologne, proclamaient que les leaders de l'armée locale avaient fui la capitale. C'était le comble. Les sigles du combat polonais étaient peints sur tous les murs de la ville. Les chefs de l'armée locale voulaient se révolter. À
Après de longues années d'attente, la vie devint stimulante pour les habitants de Varsovie. Monsieur Bokiewicz était parmi eux. Nous étions absolument transportés de joie, car pour la première fois, nous pouvions nous déplacer et parler librement. Nous étions libérés de la Gestapo qui traînait sans cesse autour de nous depuis l'occupation allemande. Monsieur Matejewski se rappelle aussi ces instants. Les premiers jours, tout le monde était heureux, enthousiaste. Beaucoup de drapeaux polonais flottaient sur les toits. Et tout le monde chantait, riait, et espérait que ce fût la fin de l'Allemagne. Et tout le monde s'attendait à ce que les Russes traversent la Vistule dans 1 ou 2 jours. Le docteur Sofia Noviak apporte un autre témoignage. Au tout début de l'insurrection, l'humeur était joyeuse et sévère en même temps. Nous nous tenions à l'écart des Allemands. Oh, nous étions à bout. Nous ne pouvions plus les supporter et nous nous disions tous que trop, c'est trop. Un savant réseau de barricades anti-chars était maintenant dressé dans toute la ville, construit le plus souvent avec les inévitables pavés. Une ligne de défense séparait aussi des quartiers entiers de la capitale et même des maisons individuelles, voire même les étages à l'intérieur d'un même immeuble. Le début fut chaotique. Après 4 années de préparation, certains habitants furent informés seulement quelques heures avant le début de l'insurrection. Certaines unités de l'armée locale se retrouvèrent dans un quartier différent de celui qui leur avait été attribué et sans leurs armes. L'effet de surprise aurait été de la plus grande importance, mais hélas, il n'eut pas lieu. Le commandement de la garnison allemande connaissait l'heure exacte de l'insurrection avant la plupart des participants. Au début de l'insurrection, les Polonais comptaient 38 000 soldats, dont 4 000 femmes. Mais seulement 1/15 d'entre eux, 2 500 exactement, possédaient des armes convenables. Le reste, jusqu'à ce qu'ils puissent en capturer, devait se débrouiller avec des bâtons, des épées et des fusils de chasse vétustes. Ils étaient face à une garnison allemande qui entre-temps était passée à 13 000 hommes, tous bien équipés, avec un armement lourd, des tanks et des avions à leur disposition. Bien sûr, les Polonais n'avaient ni chars, ni artillerie, ni avions. Le premier jour ne fut pas une réussite pour les Polonais. Ils n'atteignirent aucun de leurs objectifs majeurs et ils perdirent 2000 morts ou blessés, près d'un 6e de leur effectif, alors que les Allemands perdirent au plus 500 hommes. Il y eut des prisonniers dans les 2 camps. La scène était en place pour une macabre danse de mort. Pendant ces premières 24 heures, les Polonais réussirent à reprendre seulement une partie de la ville. Les Allemands contrôlaient toujours les ponts sur la Vistule, l'électricité, les gares, les aéroports ainsi que le central téléphonique. Comme le téléphone les trahissait et comme ils ne possédaient qu'un équipement radio de fortune, les Polonais devaient compter sur un groupe de braves filles transformées en messagères. Beaucoup d'entre elles y ont perdu la vie. Lorsqu'ils reçurent une radio convenable, ils appelèrent Londres pour réclamer immédiatement de la nourriture et des armes. Ils demandèrent aussi qu'une offensive soit lancée tout de suite du côté russe et que le régiment de parachutistes polonais soit largué au-dessus d'un des parcs de la ville. Même si cela était physiquement possible, le régiment avait été désigné pour d'autres exploits plus proches du cœur anglais, Arnhem. Mais les Polonais eurent plus de succès le 2e jour. Ils reprirent la centrale électrique et le bâtiment principal de la poste. Après 5 années d'occupation, le moral des Polonais remonta sensiblement lorsqu'ils virent les nombreux prisonniers allemands. Ils s'étaient également approprié un stock d'uniformes ennemis qu'ils endossèrent pour créer une confusion générale, même s'ils portaient des brassards aux couleurs polonaises, rouge et blanc. Londres répondit alors que depuis que Varsovie était si loin des états-majors anglais ou américains, une aide aérienne ne pourrait être apportée tout de suite. De telles manœuvres nécessiteraient une planification prudente. Cela prendrait beaucoup de temps. Jusque-là, Varsovie devait résister du mieux qu'elle pourrait. Pour le moment, la garnison allemande semblait se contenter de contenir les Polonais. Aucune contre-offensive n'avait commencé. Et lorsqu'Hitler apprit la nouvelle de l'insurrection, il ordonna que les Polonais soient éliminés et leurs villes rasées à titre d'exemple pour le reste de l'Europe occupée. Cette tâche fut confiée à Heinrich Himmler, commandant en chef des SS.
Tout ceci n'était pas connu des défenseurs de Varsovie alors qu'ils se prélassaient sous le doux soleil d'août. Ils ne savaient pas non plus qu'Hitler avait définitivement décidé de défendre Varsovie et qu'il avait dépêché ses meilleures troupes quelques jours avant le début de l'insurrection. Après avoir attendu si longtemps, les dés étaient jetés pour les Polonais. Les nouvelles recrues de l'armée locale manquaient d'entraînement. On s'avisa de l'opportunité d'une instruction sur le maniement des armes. Quelques chars allemands furent capturés pendant les premiers jours et ceux qui avaient été endommagés furent rapidement réparés. Les piteux spécimens avec l'aigle blanc de la vieille Pologne, fièrement peints sur leurs flancs, étaient prêts à affronter les panzers allemands. Les médailles furent frappées et distribuées aux premiers héros. On prenait son temps pour célébrer les mariages. Après avoir mis de côté ces terribles années d'occupation allemande, la vie culturelle polonaise fit un bond en avant. Bien sûr, les enfants ne furent pas oubliés. Les cinémas furent réouverts, on filmait les actualités. Le peuple polonais avait une réputation de cinéaste et la plupart des images que nous voyons furent prises par les courageux caméramens de la résistance. Exposés constamment au danger, beaucoup d'entre eux, hélas, n'ont pas survécu à l'insurrection. Tout le monde commençait à publier des journaux. Tous les jours, il y avait des conférences de presse de chaque parti politique. Les journaux et même les périodiques furent publiés pendant l'insurrection. Ce fut une renaissance de la presse polonaise qui était jusque-là clandestine et en plus petit nombre. Et tous les journaux furent largement lus par la population de Varsovie. Bohdan Langhammer. Il y avait toujours 1 ou 2 concerts organisés chez des particuliers. Je me souviens d'un de ces concerts dans un beau salon, dans le style typique de l'avant-guerre, qui avait résisté d'une manière ou d'une autre, et d'une dame âgée qui jouait du Chopin. Il y avait même un nouveau service postal qui émettait ses propres timbres et les lettres non affranchies avec ces timbres n'étaient pas autorisées à sortir de Varsovie pendant l'insurrection. Le courrier était pris en charge par les scouts qui défiaient les balles allemandes, descendaient dans les souterrains et rampaient dans les égouts pour être sûrs que la lettre arriverait à destination avant la nuit. C'était gratuit, mais on encourageait les destinataires à donner des livres pour occuper les blessés. Un véritable labyrinthe de tunnels traversait les lignes allemandes et polonaises et surgissait de terre dans la partie libre de Varsovie. Il était emprunté non seulement par ses postiers, mais aussi par les messagères délivrant les plis entre les unités. Les munitions étaient convoyées de la même façon. Pour les Polonais, les instants de répit étaient de courte durée. Au matin du 3e jour, les forces d'Himmler se jetèrent dans la ville. Un samedi qui fut rapidement connu sous le nom de samedi noir. Chaque Polonais surpris fut tué. Civils et militaires, vieux et jeunes, femmes et même enfants. Ni les blessés et les malades des hôpitaux ne furent épargnés. 30 000 Polonais sont morts ce jour-là. Les pertes du côté allemand s'élevaient à 6 morts et 30 blessés. Les Polonais furent tellement démoralisés que si ce boucher d'Himmler, au lieu de tuer, s'était davantage concentré sur la reconquête du territoire, la bataille pour Varsovie aurait été alors décisive. Du côté polonais, les réserves de munitions s'épuisaient aussi très rapidement. Et comme si cela ne suffisait pas, le lendemain, le dimanche 6 août,
Les Stukas lâchèrent leurs bombes. Le bombardement du 6 août anéantit le système de communication des Polonais et fit des ravages derrière leurs lignes. Les atrocités du samedi noir et les bombardements dévastateurs du dimanche ne firent que renforcer le fanatisme des combattants polonais. L'armée allemande, informée de ces atrocités, essaya de les stopper. Sûrement pas pour des raisons morales, mais plutôt pour une meilleure efficacité militaire. Les caves furent transformées en hôpitaux et la contribution des médecins et des infirmières fut poussée jusqu'à ses limites. Les réserves de médicaments et de vêtements s'épuisaient et les bandages en tissu furent vite remplacés par des bandages de papier. De temps en temps, des cérémonies funéraires étaient organisées. Nous écoutions avec attention. Quelqu'un récitait un poème. Le prêtre disait quelques mots à propos du héros mort. Et même si les bombes allemandes nous étaient tombées dessus, nous n'aurions pas bougé, vous voyez. Et ce genre d'attitude dans la vie quotidienne est pleine de grandeur. Et nous la considérions comme naturelle. Alors, lorsque le danger arrive, on ne peut pas vraiment changer son comportement. Les places et les jardins publics étaient remplis des tombes des victimes. 40 000 Polonais étaient morts durant la première semaine de l'insurrection. Dans les grands immeubles, qui normalement contiennent 10 ou 12 appartements, il s'y réfugiait parfois 5 à 6 000 personnes. Et par conséquent, si une bombe tombait sur cette maison, les pertes étaient évidemment considérables. C'était plus difficile pour les civils de garder le moral, parce qu'ils étaient enfermés dans les sous-sols, avec interdiction de circuler et ils ne prenaient pas part à l'action. Malgré les horreurs que vous connaissez, le spectacle du feu, de la fumée, des incendies et de cette grande tragédie des bâtiments en flammes, avec en même temps l'héroïsme de la ville, tout cela fut extrêmement impressionnant du point de vue esthétique. Mais la plupart des conduites d'eau avaient été endommagées pendant les bombardements et les puits de la ville furent vite ensevelis sous les décombres. L'eau dut rapidement être rationnée. La nourriture fut dès le début un problème. Quand on sait que l'insurrection débuta avec des provisions pour 5 jours seulement et pour toute la population de Varsovie, Il y avait très peu de nourriture. C'était surtout de la soupe avec, vous savez, des macaronis, du kasha et des trucs de ce genre-là. Dans ces circonstances, on ne pense pas beaucoup à la nourriture. On se sentait faible physiquement et parfois on avait une sorte de nausée provoquée par la faim. Vous voyez, c'est tout. Nous n'avions pas beaucoup de viande. Parfois, quelqu'un tuait un cheval ou un chien et j'arrivais à manger du cheval, mais à contre-cœur. J'en avais l'habitude parce que pendant la guerre, de temps en temps, ma grand-mère habitait là et elle faisait du steak de cheval, vous voyez. Mais quand ils commencèrent à tuer les chiens,
J'aime beaucoup les chiens. Je me serais sentie cannibale en mangeant du chien. Alors je n'ai jamais essayé. Mais je sais que des gens encore plus affamés que moi l'ont fait. Dr Stislav Sutorovski. Il n'y avait pas de rats à Varsovie. La ville était en flammes. La ville brûlait. Les rats sont sans doute partis à cause de la chaleur. Les réserves étaient pleines de sucre, du sucre en morceaux. Alors on mangeait du sucre en morceaux, ainsi ça nous nourrissait à peu près. Et l'alcool aussi était vraiment en grande quantité. Certains même se baladaient, je me souviens, avec une bouteille en buvant à petites gorgées. Si je regarde en arrière, je crois bien que je ne me souciais ni de ma vie, ni de la nourriture, et même pas de ma famille. Un jour, je me suis regardée dans une glace et je me suis dit « Oh, que mes jambes sont devenues belles, tellement fines. Si seulement je pouvais toujours avoir de si belles jambes. » Au début de l'insurrection, les Polonais possédaient des munitions pour 5 jours de combat seulement. Et dans ces circonstances, cela devint vite une denrée rare. Les bombes et les obus allemands furent vidés de leur explosif, avec lequel on bourrait des boîtes en fer blanc, en ajoutant une amorce. Ça faisait office de grenade. Les plombiers devinrent des armuriers. Les artisans qui avaient passé leur vie à façonner des montres ou des violons furent envoyés dans les fabriques de balles et d'obus. Les mortiers furent faits avec des gouttières. Les ressorts de voitures furent transformés en catapultes pour lancer des bombes au pétrole, fabrication maison. Après le bombardement du 6 août, à la demande des Polonais de Londres, des avions anglais assurèrent la couverture aérienne de temps en temps. Mais les pertes étaient immenses et la majeure partie du ravitaillement tombait entre les mains des Allemands. Churchill demanda à Staline d'aider les Polonais, les Russes étant plus proches. Mais Moscou fit la sourde oreille. Roosevelt était peu disposé à forcer la main des Russes, puisqu'à cette époque, les États-Unis essayaient de les persuader d'entrer en guerre contre le Japon. Mais le soutien aérien ne faisait qu'augmenter le moral des Polonais, et l'équipement anti-char ainsi obtenu leur fut très utile lorsque les Allemands utilisèrent leurs blindés. Le commandant en chef du front de l'Est, le général allemand Guderian, écrivit dans ses mémoires que la bataille de Varsovie fut beaucoup plus féroce que celle de Stalingrad. Dans Varsovie, le combat le plus acharné se situa au cœur de la vieille ville, là où se concentrait la majeure partie des défenseurs polonais. De rue en rue, d'immeuble en immeuble, de brique en brique, la reconquête du vieux Varsovie avançait. Les Allemands utilisèrent leurs chars pour bombarder la ville depuis leur position. La résistance polonaise était dure et les pertes du côté allemand étaient importantes. La plupart des pertes allemandes étaient dues aux tireurs polonais embusqués dans les ruines des immeubles. Les munitions devenaient rares. Le slogan polonais devint à cette époque « Un Allemand pour chaque balle », et ce fut presque le cas pendant le combat de la vieille ville. Les Polonais remportèrent un succès, surtout le 20 août, lorsqu'ils occupèrent le central téléphonique, d'où des fanatiques ukrainiens de l'armée allemande harcelaient les défenseurs de la vieille ville. Quelques jours plus tard, le QG de la police allemande fut pris d'assaut. Les prisonniers polonais furent libérés et des munitions furent distribuées. À partir de ce moment-là, la bataille autour de la vieille ville s'intensifia alors que les Polonais étaient encerclés et repoussés vers des positions plus fragiles. Les Allemands avaient doublé leurs effectifs, passant à 30 000 hommes ou plus. Le pire sort était réservé aux 100 000 civils malchanceux entassés dans le cœur de la ville. Ces bombardements étaient ininterrompus, vraiment ininterrompus. Vers la fin de mon séjour dans la vieille ville, je ne les entendais même plus. Les tirs d'artillerie étaient permanents. Les tirs des mortiers étaient permanents. Les chars arrivaient et bombardaient n'importe quoi.
Vers la fin, le combat se livrait de maison en maison. Dans la cathédrale Saint-Jean, les Allemands se trouvaient au grand hôtel et nos troupes au niveau du chœur. Littéralement, nous nous battions d'une pièce à l'autre. Il y avait des morts partout, mais on les recouvrait avec des journaux et on essayait de ne pas les regarder. J'ai été écœuré. Il y avait constamment cette odeur de cadavres qui brûlent, et aussi cette odeur des choux en décomposition, ou brûlés. Tout brûlait. Il faisait très chaud. Un mois d'août et de septembre très chaud. Pas la moindre goutte d'eau, ce qui était terrible pour nous. Parce que s'il y avait eu des nuages, il n'y aurait pas eu d'avions allemands détruisant les maisons, puis les églises et les grands immeubles. Parce qu'en attaquant des objectifs vitaux, ils tuèrent plus de monde. Lorsqu'une maison avait totalement brûlé, le sol et les briques gardaient la chaleur un certain temps. Alors nous utilisions ces briques pour faire cuire des pommes de terre entre les briques. Mais comme tout le monde ne possédait pas de pommes de terre, ce n'était pas possible pour tous, bien évidemment. Il y avait sans cesse des prières, des réunions religieuses. Il y avait des diseuses de Bonaventure qui, pour de l'argent ou même pour un morceau de pain, essayaient de prédire ce qui arriverait. Elles racontaient que les avions anglais et américains allaient arriver et que nous serions libres d'un moment à l'autre. Leur présence était très importante pour soutenir le moral de ceux qui ne prenaient pas part au combat. De temps en temps, des émissaires pour la paix étaient envoyés par les Allemands dans la vieille ville. Mais le fait de se rendre n'intéressait pas les Polonais. D'autant plus qu'ils n'avaient pas été reconnus par Hitler comme combattants engagés dans un conflit et qu'ils n'avaient donc pas le statut de prisonniers au regard de la Convention de Genève. Les Britanniques menaçaient les prisonniers allemands retenus en Grande-Bretagne si les Polonais n'étaient pas traités décemment. Les Allemands ne lésinaient pas sur les moyens. Ils avaient même installé leur mortier géant Thor pour ajouter encore au malheur des infortunés défenseurs de la vieille ville. Utilisé seulement pendant le siège de Sébastopol, Thor devait être mis à feu à 2,5 km du but. Chaque obus pesait plus de 2 tonnes et pouvait traverser 2,50 m de béton. Les combats dans la vieille ville s'achevèrent le 1er septembre après 32 jours de siège. Ceux qui le pouvaient s'échappèrent par les égouts pour rejoindre d'autres positions polonaises dans la capitale. Et ils fuirent, malgré les Allemands qui les harcelaient en lâchant des grenades par les bouches d'égouts ou même qui répandaient des gaz explosifs. 2300 soldats et 3000 civils échappèrent ainsi aux Allemands. Ils laissèrent derrière eux 2500 blessés et 45 000 civils dont beaucoup furent massacrés par l'ennemi devenu enragé. Après la chute de la vieille ville, les Polonais pensaient sérieusement à se rendre, d'autant que les Allemands leur reconnaissaient maintenant le titre de combattants. Mais soudain, le 10 septembre, les Soviétiques renouvelèrent leur offensive contre Varsovie et offrirent leur aide aux Polonais assiégés. Soutenu par l'opinion publique britannique et embarrassé par la situation critique de Varsovie, Churchill avait harcelé Staline, bien que le dirigeant soviétique ait surnommé les défenseurs de la ville d'aventuriers criminels. La reconnaissance aérienne allemande avait établi que les soviétiques disposaient de 60 terrains d'aviation, d'où 2400 avions pouvaient aisément atteindre Varsovie. Le 13 septembre, quelques avions russes effectuèrent des raids au-dessus de Varsovie. Atterrissant sans parachute, la plupart du matériel qui n'était pas tombé entre les mains des Allemands était trop endommagé pour être utilisé. Quelques chasseurs soviétiques firent des apparitions au-dessus de la ville pour décourager les Stukas. Quelques obus soviétiques tombèrent sur les positions allemandes. Le même jour, l'armée rouge, qui regroupait aussi les unités polonaises communistes, repoussèrent les Allemands sur l'autre rive de la Vistule, au-delà de Varsovie. Le lendemain, les Allemands firent sauter tous les ponts.
Le 16 septembre, certaines unités polonaises essayèrent de traverser la Vistule pour rejoindre les défenseurs de la ville. Mais ils perdirent beaucoup d'hommes en raison de leur manque d'entraînement et de leur inexpérience. Ils furent de nouveau repoussés sur la rive droite. Les Russes ne répétèrent pas ce geste. Staline jugeait qu'il en avait suffisamment fait pour satisfaire Churchill. Les forces aériennes américaines organisèrent une grande attaque au-dessus de Varsovie, avec pour cette occasion l'autorisation de se ravitailler au-dessus du territoire soviétique. 110 forteresses volantes décollèrent d'Angleterre. Plus de 1000 parachutistes sautèrent. Malheureusement, plus de 90% d'entre eux tombèrent entre les mains ennemies à cause de l'exiguïté du territoire tenu par les Polonais. Pendant un moment, cette action stimula le moral des défenseurs, mais hélas, cela ne dura pas. La garnison allemande, subitement réalimentée par le matériel saisi aux Américains, se trouvait en outre renforcée par les éléments de ces unités repoussées derrière la Vistule sous l'action de l'armée rouge. Les défenseurs de la ville se trouvaient ainsi doublement en difficulté et leurs poches de résistance tombèrent une à une lorsque les implacables panzers pilonnèrent immeuble après immeuble. Mais à part les munitions qui avaient pratiquement disparu, la chose que tous les Polonais avaient perdue, c'était leur ferveur. L'insurrection inspira de nouveaux chants patriotiques. Je n'ai jamais vu quelqu'un de désespéré pendant la révolte de Varsovie. Ça tient sûrement à nos attitudes très polonaises. Le style de l'action est plus important que le résultat de l'action lui-même. Si vous regardez l'histoire polonaise, vous verrez que nous avons commis ces actes de folie depuis 1797 pour défendre notre indépendance. Parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Et à partir de ce constat, il n'y avait pas d'autre possibilité. Nous avons toujours payé notre indépendance avec notre sang et nous n'avons jamais eu de chance avec nos alliés. Nous avions remarqué que nous ne pouvions pas compter sur l'aide des Russes. Et nos alliés de l'Ouest étaient incapables de nous aider. Nous étions en fait comme un rat, coincé entre deux chats, si vous voulez. Et nous étions sûrs de ne pas pouvoir survivre. Alors, on avait complètement perdu l'instinct de survie. Au début, je me souviens, lorsque je traversais les barricades, les places en flammes, je me baissais. Mais après, je marchais tout droit, en fait, en espérant me faire tuer par une balle, sans souffrir. Je ne comptais pas sur l'aide des Russes parce que l'insurrection a été dirigée contre l'Allemagne et la Russie. Nous voulions libérer notre propre capitale. Quand je montais au sommet d'un immeuble de 5 étages, je pouvais voir la première armée polonaise sous le contrôle des Russes, qui se lavait dans la Vistule, sur la rive opposée. Le 29 septembre, les Allemands commencèrent à pilonner les dernières positions polonaises. Du côté polonais, des tentatives pour négocier une capitulation avaient commencé. L'intermédiaire était la présidente de la Croix-Rouge polonaise, la comtesse Tarnowska. Pour les civils de Varsovie, les derniers jours de la lutte furent les pires, puisqu'ils n'avaient ni nourriture, ni eau, rien. La fin arriva le 4 octobre. D'abord, les Allemands permettèrent aux civils de quitter les lieux. L'histoire de la révolte se lisait sur leurs visages terrifiés.
commandant polonais, le général Bor Komorowski, alla au quartier général de son homologue allemand pour signer les formalités de la capitulation. On lui offrit un repas dont il avait sans doute besoin, mais il refusa. Le plus surprenant fut que les Allemands autorisèrent les Polonais à capituler honorablement. Il n'y a pas de doute que certains généraux allemands étaient inquiets à l'idée d'une accusation future pour crime de guerre. 9000 soldats polonais se rendirent. 3500 autres préférèrent fuir Varsovie pour continuer la lutte ailleurs. Ce combat sans espoir dura 10 semaines, 63 jours exactement. Aussi longtemps qu'en 1939, lorsque les Polonais contenaient les Allemands. 250 000 Polonais perdirent la vie au cours de ces combats. Les pertes allemandes furent à peu près de 1000 morts. Lorsque les derniers habitants furent conduits en dehors de la ville, Varsovie fut systématiquement détruite. Hitler avait décidé que ça ne se reproduirait plus. Quelqu'un a dit, si vous prenez une poignée de terre de Varsovie et que vous la pressez, il en coulera du sang. Le 17 janvier 1945, 15 semaines après la capitulation et 25 semaines après le début de l'insurrection, l'armée rouge entra dans Varsovie. Aujourd'hui, dans leur capitale reconstruite, ce sont les Polonais qui président de nouveau aux destinées du pays.